Merci Sophie pour cette introduction. Bon, je vais essayer de vous parler un peu d'œufs. Je vais revenir à des choses un peu plus terre à terre, mais je vais quand même essayer de vous faire rêver parce qu'il y a quand même la science, c'est beau. Il y a tout son lot de mystères qui est autour avec de belles images. Donc, cet exposé était intitulé Science de l'œuf, de la poule au produit, mais on aurait pu l'intituler l'œuf ou la poule. D'ailleurs, vous allez essayer d'y réfléchir parce qu'on essaiera de vous répondre un peu sur ça à la fin et je vous interrogerai à ce propos. Alors, je vais d'abord aborder les choses très terre à terre, un peu de socio-économie de l'œuf et en termes de production. Il faut savoir qu'on utilise actuellement, dans nos civilisations modernes, des œufs, alors d'abord avec différentes souches de poules, des poules qui sont sélectionnées pour fournir beaucoup d'œufs, plus de 300 œufs par an, qui sont non valorisables pour la viande. Donc, ils font que des œufs, ces poules. Et puis, donc elles donnent l'œuf de consommation, qui est un produit de base pour l'alimentation humaine. Et à côté de ça, on a des sources de chair qui sont là pour faire de la viande, donc sélectionnées surtout pour leur qualité musculaire, notamment du filet ou de la cuisse. Et puis ces poules-là, ce n'est pas des très bonnes pondeuses. Elles font 150 œufs par an. Elles sont plus grosses, alors qu'une poule pondeuse, c'est plutôt 1,7 kg. Là, vous allez arriver à des poids beaucoup plus forts. Et donc, toute l'énergie qu'elles accumulent par alimentation est transférée dans la viande, alors que dans l'autre cas, c'est plutôt transféré dans l'œuf. Et ça, c'est une filière d'œuf à couver, parce que dans ce cas-là, l'œuf, il sert vraiment d'enceinte close pour permettre le développement d'un embryon pour faire des poulets que l'on utilisera pour manger après. Mais on fait aussi de l'œuf à couver en pondeuse, parce qu'il faut bien des reproductrices pondeuses pour avoir des nouvelles poules qui vont faire des œufs après plus tard. Alors l'œuf de consommation, c'est un produit de base pour l'alimentation humaine, ça je vous l'ai dit. Et si on va un peu plus dans le détail, il y en a plus de 68 millions de tonnes qui sont produites dans le monde chaque année, et plus de 1200 milliards d'œufs qui sont consommés sur la planète et produits. Et vous voyez que c'est la Chine qui est le plus gros producteur. Après, ça va être l'Europe, et à l'intérieur de l'Europe, ça va être la France qui va être le premier producteur d'œufs en Europe. Donc c'est un marché qui est toujours en accroissement, puisqu'on consomme à peu près 150 œufs par an à l'échelle mondiale, mais dans les pays développés, on est plutôt autour d'entre 200 et 250. En France, on est à 216 œufs consommés par habitant et par an. Alors il y a un certain nombre d'enjeux sanitaires et économiques dans les deux filières. Donc l'œuf de consommation, vous voyez, en France, c'est 14,7 milliards d'œufs en 2015. Donc on a à peu près 45 millions de poules pondeuses. Donc on avait l'habitude de dire une poule pondeuse par habitant. C'est plus tout à fait vrai, puisqu'on consomme un tout petit peu moins d'œufs et les poules pondent un peu plus d'œufs qu'avant. Et puis dans l'œuf à couver, ça représente 1,1 milliard d'œufs qui vont servir à faire soit des poules reproductrices, soit des jeunes poulets de chair pour la majorité. Et dans ce cas-là, c'est une enceinte close et autosuffisante pour permettre le développement d'un poussin, comme l'a si bien introduit Sophie juste auparavant. Donc il y a des enjeux au niveau des risques de toxi-infection pour le consommateur et des salmonelloses qui sont souvent associés. Il y a des pertes économiques, environ 8% des œufs qui sont pondus ne sont pas consommés parce qu'il y a des œufs déclassés liés à des problèmes de qualité ou des mauvaises de qualité interne. Et dans la filière œufs à couver, on va dire qu'il y a aussi des pertes économiques liées à des œufs clairs, c'est-à-dire qui ne sont pas fertilisés et qui provoquent des mortalités embryonnaires. Et on a la problématique de l'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait des mâles de poules pondeuses? Quand on fait des poules pondeuses, bien entendu, à la naissance, il y a autant de mâles que de femelles. Et ces mâles-là, malheureusement, ils sont éliminés à la naissance parce qu'ils n'ont aucun intérêt économique derrière. Donc c'est des enjeux purement éthiques des enjeux qui sont purement éthiques, qui bousculent beaucoup à l'heure actuelle le marché, et surtout là, au niveau de l'Europe et au niveau des politiques et de tous les acteurs socio-économiques de ce marché-là. Alors juste pour préciser, l'œuf de consommation n'est jamais fertilisé. Les poules n'ont jamais vu de coq, de près ou de loin. Donc une poule peut pondre des œufs sans qu'il y ait un coq. Alors, l'historique de la production d'œufs, avant-guerre, on avait des animaux de basse-cour. C'était surtout de l'autoconsommation. Globalement, en 1945, vous aviez une personne sur deux qui travaillait pour l'agriculture. Donc, qui devait fournir
à manger pour sa famille et puis une autre famille. Bon, ça a évolué ça, parce qu'il y a de moins en moins de gens, bien sûr, qui travaillent pour l'agriculture, puisqu'on est à peu près à 4%, 4 et 5% d'agriculteurs. Donc après-guerre, il a fallu répondre à la demande en quantité et maîtriser le risque sanitaire en qualité, donc zéro risque. Et donc ça a abouti à la claustration et l'élevage en cage des poules. Et on est arrivé dans les années 70 à 90, je dirais, de la période de l'œuf productif. Depuis la fin des années 90, on consacre beaucoup moins d'argent dans notre alimentation. Moins de 12% actuellement de nos revenus sont consacrés à l'alimentation. Donc on a une approche qui est plus éthique de l'alimentation. Et ça aboutit à des nouvelles demandes du consommateur avec une forte prise de conscience des citoyens sur le système de production agricole en général et animale, bien sûr, dont les volailles et les œufs, et ça aboutit à une diversification des modes d'élevage. Et les modèles de production européens actuels sont le résultat de cette demande sociale qui a abouti à une directive bien-être des poules pondeuses qui a été votée en 1999, qui est rendue obligatoire dans tous les États membres depuis 2012, qui a aboli les cages classiques qu'on avait avant. Et maintenant, cette réglementation est aussi le résultat de recherches scientifiques pour satisfaire les 5 libertés essentielles à tout être vivant, c'est-à-dire pas faim, pas soif, pouvoir se mouvoir, pas de peur, et permettre l'expression des comportements naturels. Donc on se trouve dans un système de production où vous avez des œufs, quand vous les prenez, vous avez un numéro dessus. Le code 3 correspond à la cage aménagée. Ici, vous avez une petite représentation. Donc, je vous rappelle que toute cette production est désormais dans ce type de cage. Alors, quand il s'agit d'œufs en cage, hein, bien sûr, dans ce type de cage depuis 2012. La cage doit avoir une superficie d'au moins 2000 cm², une densité maximum dans le bâtiment de 13 poules par mètre carré. Il y a aussi des perchoirs, 15 cm par poule, des nids séparés, des aires de grattage, de picotage et 12 cm minimum de mangeoires par poule. Ça, c'est la directive européenne. Donc voici un petit peu quelques photos de ce type d'élevage. L'alimentation, alors l'alimentation 100% de végétaux, minéraux, vitamines, c'est vrai pour tous les systèmes d'élevage. On va avoir des particularités, mais une poule, ça mange des céréales, des protéagineux, des minéraux et des vitamines. Il n'y a rien d'autre. Et puis bien sûr un peu de calcium parce qu'il faut faire la coquille. Alors le code 2, ce code 2 vous le trouverez très rarement en France, mais on le trouve beaucoup plus en Europe du Nord parce que bon, nous on aime bien que les poules aillent dehors, mais en Europe du Nord, si vous êtes en Suède ou en Finlande en plein hiver, demandez à une poule de sortir dans la neige, elle est comme nous, elle va pas vouloir. Hein. Donc ils ont beaucoup de ces systèmes-là, donc c'est des volières au sol, sans parcours. Extérieur, 30 000 poules dans un bâtiment maximum, densité maximum dans le bâtiment de 9 poules par mètre carré, avec une alimentation toujours la même, 100% végétaux, minéraux et vitamines. Le code 1 correspond à des poules qui ont un accès à un parcours extérieur, donc elles ne passent pas toute la journée en accès à un parcours extérieur, c'est ouvert généralement en fin de matinée, une fois que la ponte est faite. La taille de l'atelier d'élevage, vous voyez, est réduite puisqu'on a un maximum de 30 000 poules autorisées pour ce type d'élevage. Une densité est toujours dans le bâtiment qui est de 9 poules par mètre carré et un accès au parcours extérieur avec 4 mètres carrés par poule, ce qui veut dire 12 hectares de parcours si vous avez 30 000 poules. Donc une des problématiques de la production, c'est bien le foncier désormais. Hein ? Qu'est-ce qu'on a comme accès aux terres et la concurrence des terres pour la production animale et l'alimentation humaine ? Et l'aliment, toujours 100% de végétaux, minéraux et vitamines. Et en France, on a une particularité qui est le label rouge, avec une spécificité du cahier des charges, où on a un maximum sur l'atelier de bâtiment de 6 000 poules maximum, avec un accès à parcours extérieur, avec 5 mètres carrés par poule, donc 6 hectares de foncier nécessaires pour 12 000 poules. Et l'alimentation, toujours un peu la même, interdiction d'additifs supplémentaires et 50% de minimum de céréales sont définis dans ce cahier des charges. Et le dernier code, c'est l'élevage bio. Donc l'élevage bio avec des unités maximum de 12 000 poules, avec des bâtiments, donc maximum 4 bâtiments de 3 000 poules. Densité maximum dans le bâtiment, là on réduit à 6 poules par mètre carré. Et à l'extérieur, on est à 4 mètres carrés par poule, donc maximum 4-8 hectares. L'alimentation, c'est toujours le même, mais du coup, obligation d'avoir 95% des matières premières qui vont constituer de cet aliment qui seront issues de l'agriculture biologique.
et une demande de faire principalement de la prévention, de la simulation des défenses naturelles et une liste de médicaments vétérinaires autorisés si besoin. Donc l'œuf en tant qu'aliment. Comme je vous l'ai dit, ça a nettement évolué en très rapidement au niveau de l'Europe. Vous voyez la situation telle qu'elle était en 2003. 80% des œufs produits étaient issus de cages. La situation en 2013, je n'ai pas retrouvé de statistiques plus récentes, elles doivent exister, mais je ne les ai pas retrouvées. On était descendu à 57% de cages. Vous voyez que la production sol, le col 2, c'était 27%, et le plein air 12%, le bio était assez marginal. Par contre, j'ai les statistiques françaises de 2017, données par l'Itavi, et vous voyez que la cage représentait un œuf sur 2. La production au sol, comme je vous l'ai dit, en France, le code 2, on n'en trouve pratiquement pas. Par contre, on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup de poules en plein air, soit du code, soit avec label rouge plus plein air, et du code bio qui représente quand même plus de 12% de la production et qui est en accroissement permanent actuellement. Alors ces œufs, une fois qu'ils sont pondus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont suivre un parcours, ils vont être recueillis, ils vont être stockés, ils vont être collectés, bien sûr, au niveau de l'élevage, stockés. Et puis après, ils vont être transportés jusqu'à un centre de conditionnement où il y aura un tri et un calibrage. Et là, il y a 3 catégories d'œufs qui vont être sélectionnés. La catégorie A, c'est les œufs en coquille qui peuvent être consommés. Catégorie B, c'est automatiquement les ovoproduits. Et les catégories C, ça va être ce qu'on appelle des pet food, c'est-à-dire l'aliment pour chien et chat. Donc là, au niveau de ce centre de tri, ils vont être conditionnés, stockés, ils vont être triés et expédiés aux clients ou aux consommateurs. Alors au cours d'un cycle de vie d'une poule, vous voyez qu'en début de ponte, quand elle est jeune, alors c'est pas une grosse poule qui fait des gros œufs, c'est l'âge de la poule qui détermine le poids de l'œuf. Donc une jeune poule va faire des petits œufs, et en fin de ponte, elle va faire plutôt des gros œufs. Mais ce que veut le consommateur, finalement, c'est des œufs entre minimum 53 grammes et maximum 75 grammes. Donc il n'y a que ceux-là qui peuvent être commercialisés en œufs coquilles. Donc tous ceux qui seront exclus de cette gamme-là, qui représentent quand même un certain tonnage, ils iront forcément dans l'industrie des ovoproduits. Alors comment on consomme des œufs? Vous voyez, la répartition du type de consommation, elle n'a pas varié finalement au cours de ces 4 dernières années. Sur 100 œufs qui sont achetés, il y en a 42 qui seront donc issus de l'achat des ménages, 42 en 2013, 49 en 2017. Il y aura un certain nombre d'œufs qui sont coquilles, mais que vous n'aurez pas acheté vous-même ou pas cassé vous-même, mais qui proviendra de la restauration hors domicile, 10. Vous aurez de l'autoconsommation, donc ça c'est les productions familiales, 4 œufs. Et vous avez à peu près 40% de ces œufs qui sont des ovoproduits. Donc je laisserai Clara en parler un petit peu plus juste après moi. Alors quelques éléments sur la couleur du jaune et de la coquille. Alors la couleur du jaune, la couleur de la coquille, elle n'est pas dépendante de l'alimentation. Elle est dépendante uniquement de la race de la poule. Donc je vous ai mis ici une poule rousse, une poule Leghorn blanche, par exemple une poule Marans. Donc vous pouvez changer ce que vous voulez dans l'alimentation, vous ne ferez pas changer la couleur de l'œuf. Comme on ne peut pas changer la couleur de la peau en consommant ou la couleur des yeux. C'est la même chose. Par contre, la couleur du jaune, elle dépend des caroténoïdes qui sont présents dans l'aliment, qu'on peut trouver dans des matières végétales, notamment la luzerne et le maïs sont des bonnes sources. Mais vous voyez, des pétales de fleurs tels souci ou paprika. Et ce qui fait que ça va permettre, en fonction de ce que va consommer la poule, comment ça lui est apporté dans son régime, ça va changer la couleur du jaune d'œuf. Alors ce qui est important, c'est de savoir, c'est que ça n'a aucun impact sur le goût de l'œuf. Mais c'est important pour le consommateur. Si vous êtes persuadé que vos œufs foncés feront des meilleures crèmes, comme c'est un plaisir la cuisine, ça restera vrai. Et puis après, il faut savoir que nous, on consomme des œufs bruns, mais que, par exemple, au Canada, d'où vient Max, on consomme aussi des œufs blancs. Et dans le monde entier, on a à peu près 50% d'œufs blancs, 50% d'œufs bruns. Et il y a des pays où on ne consomme pas l'œuf brun. Alors, quelles sont les caractéristiques nutritionnelles d'un œuf? Enfin, là, en l'occurrence de 2 œufs. Ce que je vais vous indiquer dans les tableaux, c'est pour 2 œufs.
c'est-à-dire 100 grammes du contenu d'un œuf, puisque si on prend un œuf qui fait 60 grammes en moyenne, eh bien, on va avoir à peu près 50 grammes de contenu, un petit peu moins. Donc il y a 155 calories, donc c'est très peu calorique. Il y a 12 grammes de protéines qui ont une valeur biologique très élevée. L'équilibre des acides aminés constitue une référence 100 des protéines naturelles au niveau de l'OMS. À titre de comparaison, le lait de vache, vous voyez, serait à 86. Et puis dans cet œuf, on va trouver des lipides. On va parler du cholestérol un petit peu après, mais on va trouver tout un tas de lipides, notamment des majorités d'acides gras saturés, qui, vous savez, les fameux oméga 3, oméga 6, qui seront plutôt bénéfiques pour la santé. Et il y a une forte digestibilité. C'est-à-dire que même si vous avez peu de calories, ça donne un effet de satiété très rapide et très long, puisque vous allez tout digérer. Comme l'a dit Sophie, un œuf, c'est pas fait pour être bouffé au départ, hein. C'est vraiment fait pour qu'un embryon se développe. Et comme ça va se développer dans un œuf sans possibilité d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, toutes les molécules sont utilisables. Donc c'est 100%, c'est sans résidu quand vous consommez un œuf. C'est pour ça que donc si vous mangez un œuf, vous avez une satiété et vous n'avez pas envie de... À l'inverse, si vous mangez un McDo, vous allez manger énormément de calories, vous aurez faim en sortant. Voilà. Alors c'est riche en vitamines, c'est-à-dire que toutes les vitamines, à l'exception de la vitamine C, sont présentes dans un œuf. Et puis vous allez trouver des minéraux, du phosphore, du fer et du soufre. Alors on en vient à la fameuse question qui est bien connue, l'œuf et le cholestérol. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'une une du Time Magazine, vous voyez, de 1984, où on avait mis cholestérol and now the bad news. Maintenant les mauvaises nouvelles. Alors, c'était pourquoi les gens ont retenu que, comme il y a du cholestérol dans le jaune d'œuf, que c'était lui le problème. Et on a mis, vous voyez, ce smiley, ils ont bien mis des jaunes d'œuf. Mais les gens ont un peu oublié la tranche de bacon qui était en dessous. Et en réalité, c'est surtout ça, c'est ces graisses saturées qui sont surtout un problème. Alors, peut-on manger des œufs tous les jours? Oui. Des études ont montré que si le niveau de cholestérol est normal, on peut consommer de nombreux œufs par jour sans affecter le niveau de cholestémie. Si votre niveau de cholestérol est élevé, il faut ramener sa consommation en 4 par semaine en diminuant les autres sources de matières grasses et notamment certaines protéines animales frites ou cuites. Et vous voyez, Time Magazine a refait une en 99, 15 ans après, où il y avait effectivement le smiley était plutôt positif et là c'était la tranche de melon, donc là c'était le bon régime, mais le mal a été fait. Et même maintenant, vous allez en France chez le médecin et ils vont vous dire si vous avez du cholestérol, ne mangez pas trop d'œufs parce que ça continue à être enseigné dans les écoles de médecine. Alors le jaune en cuisine, on en parlera ce soir, mais on va utiliser deux propriétés. Ces propriétés d'émulsion, qui est un mélange intime de deux séances substances liquides non miscibles, par exemple de l'huile et de l'eau. Et vous allez mettre du jaune d'œuf et il y a des molécules dedans qui font que l'huile et l'eau peuvent se mélanger ensemble. C'est cette propriété que vous allez utiliser et notamment grâce à une molécule qu'on appelle la lécithine du jaune d'œuf qui sert d'émulsifiant dans la préparation de sauces en cuisine. Donc ce soir, avec Yannick, eh bien, vous aurez des jolies petites préparations à base d'œuf. Je vous invite à y assister. Un blanc qui foisonne. Le foisonnement, c'est introduire des bulles d'air dans un mélange liquide d'eau et de protéines pour créer une mousse. Cette propriété est appelée foisonnement, et c'est comme ça qu'on fait des blancs en neige. Donc cette propriété, elle varie au cours du stockage de l'œuf. Parce que quand un œuf est pondu, vous allez avoir des échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur, des échanges de gaz carbonique, des modifications de l'acidité du blanc d'œuf. Et ce qui fait que si vous voulez faire des blancs en neige, il vaut mieux pas prendre des œufs trop frais, mais plutôt des œufs qui ont déjà un petit peu eu des échanges. Et vous verrez que vos mousses se tiendront beaucoup mieux. De la même façon, si vous voulez écaler un œuf dur, ne prenez pas un œuf trop frais. Il vaut mieux que justement qu'il y ait eu ces échanges, une certaine déshydratation et une séparation des membranes coquillières, donc la membrane qui est sous la coquille, entre le blanc et l'autre, et là vous verrez que vous écalerez des œufs. Donc vous oubliez les petits trucs de grand-mère, le sel, le soufflé dedans, c'est vraiment une question de stockage de l'œuf. Alors maintenant un petit peu de physiologie de l'œuf, la formation de l'œuf. Alors, l'œuf est un produit de base pour l'alimentation humaine, c'est une chambre isolée pour le développement embryonnaire, et vous voyez que, comme je vous l'ai dit, et comme l'a dit Sophie si bien avant, en 21 jours, on va passer d'un œuf avec tous ses contenus à un poussin qui va remplir toute la coquille. Donc tout est déjà dedans. Donc ça veut dire que dès la base, cet œuf, il a des propriétés assez remarquables.
La première, c'est qu'il il contient, comme l'a dit Sophie, la totalité des composants qui sont nécessaires au développement embryonnaire, des éléments nutritionnels parfaitement équilibrés, on vient d'en parler, de nombreux composés avec un spectre d'activité biologique. Et là, dans l'équipe, par exemple, on va travailler sur des nouveaux molécules qui peuvent remplacer les antibiotiques, par exemple, antimicrobiens, antivirales, antiparasitaires, et voir des molécules qui peuvent être intéressantes dans l'inflammation et le cancer, la lutte contre le cancer, issues de cet œuf. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, en 2006, je savais qu'il y avait à peu près 50 constituants différents dans un œuf. À l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'on en a plus de 1200 différents constituants dans un œuf. On ne les connaît pas tous, on sait qu'il y a plus de 1200 constituants différents dans un œuf. Donc un potentiel de recherche important. Et à côté de ça, comme ce développement embryonnaire, il est censé se faire dans un milieu extérieur, cet œuf, au cours de ce développement embryonnaire, il va être soumis à un certain nombre d'agressions, des agressions physiques, un microbisme ambiant, et donc il va s'entourer de systèmes de protection, des défenses naturelles qui sont particulièrement puissantes. La défense physique qui est la coquille principalement, et la défense chimique qui est liée à des activités antimicrobiennes des protéines de l'œuf et particulièrement dans le blanc d'œuf. Vous mettez des bactéries dans un blanc d'œuf, elles ne poussent pas. Soit ça va carrément les tuer, soit ça va carrément ça va inhiber leur formation. Il n'y a qu'une bactérie qui pousse tout le temps, qui arrive à pousser dedans, c'est Salmonella enterica enteritidis, d'où l'origine qu'on le retrouve dans certaines salmonelloses. Pas parce que la bactérie se trouve dans l'œuf au départ, c'est parce que vous faites une mayonnaise, c'est l'été, il fait chaud, et il y a bien un qui va mettre le doigt dedans. D'accord? Et comme il fait chaud, toutes les 20 minutes, d'une bactérie, vous doublez les quantités. Puissance 2, c'est une croissance exponentielle, et si ça reste trop longtemps, et bien voilà, donc vous avez une contamination. Alors quand c'est restreint à la famille, ça va. Quand c'est une industrie agroalimentaire qui fabrique beaucoup de composants, c'est un problème. Alors, cet œuf, il se forme où? Il se forme dans la poule, bien entendu, et il met en jeu l'appareil reproducteur de la femelle. Et ici, vous avez donc l'ensemble des constituants, enfin des organes qui sont impliqués dans la formation de l'œuf. Et en réalité, ça s'appelle, c'est seule la partie gauche de l'appareil reproducteur de la poule pondeuse qui se développe. La partie droite, au moment de la maturité sexuelle, régresse chez les oiseaux. Et on a juste la partie gauche. On a d'abord le premier organe qui est impliqué, qui est l'ovaire. L'ovaire, dès la naissance du poussin, le stock, même dans la vie embryonnaire, le stock de ovocytes potentiels, 12 000, est déjà présent. Après, on n'en fera pas d'autres, mais seulement un nombre limité vont devenir des jaunes d'œufs. Et puis après, on a ce qu'on appelle un grand tuyau, là, qu'on appelle l'oviducte. Et cet oviducte, il est compartimenté, spécialisé par certaines régions. C'est-à-dire qu'on a l'infundibulum, c'est la zone de captation du jaune d'œuf, c'est là que le jaune d'œuf va rentrer, un peu comme les trompes de Fallope chez la femme. Et c'est le lieu de fécondation lorsqu'il y a eu reproduction. Le magnum, c'est le lieu de formation du blanc d'œuf. L'isthme, c'est les membranes coquillères. Les membranes coquillères, oui, c'est ces petites peaux blanches que vous voyez quand vous cassez un œuf. Et finalement, l'utérus, c'est l'endroit où va se calcifier la coquille. Alors, pour aller très brièvement, et finalement, à la fin, le vagin et la sortie par le cloaque. Alors, entre le moment où le jaune est ovulé et le moment où l'œuf sort, on est à 24h15 en moyenne sur des poules sélectionnées. Donc, un œuf par jour. Alors, l'infundibulum, comme je vous l'ai dit, c'est un temps de séjour très bref du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf vient d'être ovuleux, il rentre. Il est capté, et là, on a le dépôt de la couche externe des membranes vitellines. La membrane vitelline, c'est la membrane qui entoure le jaune d'œuf, qu'on empêche le jaune d'œuf de se mélanger au blanc d'œuf. Et puis, c'est le lieu de la fécondation éventuelle par les spermatozoïdes. Il y a des lieux de stockage, des glandes, qui sont là. Et vous voyez une photo au microscope électronique, vous pouvez voir un spermatozoïde dans ces glandes qui attendent. Il faut savoir qu'un œuf, il peut y avoir une insémination ou une reproduction naturelle. Mais jusqu'à 40 jours, 60 jours, vous pouvez avoir encore des œufs qui seraient fertilisés. Bon, le maximum, c'est quand même dans les 10 premiers jours. Le magnum, c'est la synthèse et la sécrétion du blanc d'œuf. Alors là, c'est de prendre une petite diapo que j'ai un peu soutirée à Sophie.
Et dans ce blanc d'œuf, on va trouver environ 200 protéines de l'œuf qui vont être, et dans le blanc d'œuf, on va en trouver pas mal qui peuvent être antimicrobiennes. Pas 200 au total dans l'œuf, mais dans le blanc d'œuf, je ne sais plus exactement le nom, mais il y a un grand nombre d'antimicrobiennes. Et par exemple, on travaille aussi là-dessus, c'est-à-dire, par exemple, vous connaissez tous le lysopaïne, là, que j'ai mis en photo. En réalité, c'est lysozyme, c'est une protéine majeure du blanc d'œuf, qui est utilisée comme agent antimicrobien. Donc, on le connaît sous sa forme lysopaïne quand on a mal à la gorge. Mais c'est surtout un conservateur pour les fromages affinés, l'affinage des fromages, pour utiliser en vinification, en remplacement du soufre. Avant, on souffrait les barriques, maintenant, on peut plus contrôler. Et ça, c'est pas cancérigène, le lysozyme, et ça donne moins mal à la tête, par exemple. Et puis, on travaille, vous voyez, Sophie, avec l'équipe, avait déposé un brevet sur une autre molécule, l'Ovax, en 2011, qui a des activités antibactériennes, anti-listeria, principalement. Et actuellement, Nicolas, qui est dans la salle aussi, travaille beaucoup sur, dans le cadre d'un programme qui est financé par la région, sur la bêta-défensinavir 11, qui a des propriétés aussi intéressantes. Alors l'œuf, quand il arrive dans l'isthme, il y a synthèse et sécrétion des membranes coquillères. Ça dure pendant 1h25 environ, 1h15, pardon, ce processus. Et ces membranes coquillères, si vous les regardez au microscope électronique à balayage, vous voyez un grand réseau de fibres protéiques qui sont fortement entremêlées, entrelacées, un peu comme les pelotes d'une ficelle qu'on n'aurait pas déroulée. Et ces membranes coquillères vont être le support de la couche calcifiée de la coquille. Donc ici, vous avez une photographie prise au microscope électronique à balayage. C'est une vue transversale d'une coquille d'œuf avec donc le blanc d'œuf, les membranes coquillères et tout en haut, la partie extérieure. Donc ça ressemble un peu aux falaises de Douve ou de Cancale ou de je ne sais pas où, mais je vais essayer de vous expliquer un peu ça. Donc tout d'abord, on a l'œuf, il passe dans l'isthme, il y a les membranes coquillères, et puis il va commencer à rentrer dans une première région à la sortie de l'isthme, qui est ni l'utérus, ni l'isthme, mais qu'on appelle l'isthme rouge. Et là, on va avoir des amas de matière organique qui vont se déposer, qu'on appelle des noyaux mammillaires. Et ces noyaux mammillaires, ils sont les sites d'ensemencement de la coquille. C'est à partir d'eux que les premiers cristaux de carbonate de calcium, parce que c'est du calcaire, une coquille va se former. Vous voyez qu'ils se forment tout autour de ces noyaux mammillaires, de manière sphérulitique. Vous voyez bien que vers l'intérieur de l'œuf, la croissance de ces cristaux ne va plus être possible. Donc ça va se poursuivre à l'extérieur. Au bout d'un moment, ça ressemble à une couche de mamelon un peu renversée, d'où le nom de noyau mammillaire. Et puis, on continue. Deux cônes adjacents fusionnent. Ça fait une couche compacte, couche palissadique. Et de temps en temps, il n'y a pas fusion entre les cônes. Et là, ça forme un pore. Et ce pore, il est essentiel aux échanges gazeux pour permettre la respiration, notamment de l'embryon. Et finalement, la dernière couche que vous trouverez en surface, c'est la cuticule. La cuticule, c'est une fine couche de matière organique qui fait à peu près 20 micromètres, qui contient la grande majorité des pigments qui donnent la couleur à l'œuf. Et cette couche-là, elle a un intérêt important, c'est qu'elle bouche, vous voyez, les pores. Donc elle empêche les bactéries de pénétrer. C'est la raison pour laquelle on ne lave pas, c'est interdit de laver des œufs en Europe. Pour ne pas enlever cette cuticule, parce que vous ouvririez les pores et ça risquerait. Après, en Amérique du Nord, Max pourra en témoigner, on lave les œufs, on utilise des produits et après, à la limite, on les cire, on utilise un biofilm pour être à zéro pathogène. C'est deux questions de culture, hein. C'est-à-dire en Europe, on est dans une culture de la naturalité, laissons faire la nature. En Amérique du Nord, on est plus dans une culture zéro pathogène. Donc, deux façons de voir. Donc en Europe, interdiction de laver les œufs. Alors de quoi c'est fait une coquille d'œuf? C'est fait de 95% de minéral, du carbonate de calcium, et 1,5% d'eau et 3,5% de matière organique. Ce sont des protéines et des sucres complexes qui vont jouer un rôle très important dans ce processus. C'est un processus de biominéralisation qui est un processus universel et conservé sur la Terre. Vous voyez un cristal, imaginez un cristal qui commence à se développer. Il peut se développer selon l'axe A, selon l'axe B. Donc la deuxième étape, c'est qu'il va grandir selon ces deux axes, et puis vous obtiendrez donc un cristal plus ou moins grand. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez biominéralisation dans le monde du vivant? Vous avez ce cristal, mais vous avez ces molécules que je vous ai dit organiques, qui vont venir se poser sur une face, sur une arête du cristal en formation, et du coup vont empêcher la croissance sur cette face-là. Et qu'est-ce qui se passe si vous regardez ce cristal-là? Il va s'allonger. Vous avez une inhibition le long de l'axe B et la forme finale du cristal va devenir différente. Ce qu'on appelle une croissance anisotropique en cristallographie.
Bon, ça, bien sûr, c'est un cristal juste pour vous montrer le principe. Voilà à quoi ressemblent les cristaux qui sont dans la coquille de l'œuf. Et vous voyez, cette forme-là qui est obtenue particulière fait que les atomes ont des espaces bien définis, et ce qui fait que si vous prenez deux aimants, si vous ne mettez pas le plus en face du moins, vous ne pouvez pas rapprocher les deux pôles. Mais là, c'est pareil, il y a des charges électrostatiques qui fait que c'est super dur et c'est super solide. Donc la calcite, c'est le nom scientifique de ce minéral. Vous allez le retrouver par exemple dans le marbre. Vous voyez que c'est très dur. Et pourtant, c'est le même molécule carbonate de calcium que vous pourriez trouver dans d'autres endroits où c'est très solide. Alors si on regarde un petit peu, vous voyez comment ça se passe. Au début, vous avez les noyaux mammillaires. Vous voyez, mes premiers cristaux, ils sont allongés comme ça. Puis ils commencent à se développer. Et vous voyez, ils continuent à croître, mais toujours en s'allongeant, sous l'effet de la matrice organique. Et vous voyez bien que celui-ci, par exemple, il va s'arrêter. Il ne peut plus grandir. Et donc, petit à petit, on va avoir une orientation des cristaux qui vont se mettre, ici, c'est les flèches, perpendiculaires à la surface, alors qu'au début, vous voyez, ils vont dans tous les sens. Et ça a quoi comme propriété? On va se retrouver par rapport à ce que vous avez dit avant, c'est que c'est le même principe que les voûtes d'une cathédrale. Si vous avez un choc qui vient de l'extérieur, les cristaux s'appuient les uns sur les autres et sont solides. Mais par contre, au choc intérieur, quand le poussin il voudra pousser, c'est plus facile pour s'ouvrir. Donc comme quoi, la nature est assez bien faite. Alors ce processus de biominéralisation, il existe depuis la nuit des temps, parce que vous regardez là, c'est des photos prises en microscopie optique à balayage des coquilles d'œufs, et vous voyez des axes cristallins qui sont identiques et des mécanismes de minéralisation qui sont identiques. Vous voyez ici la dinde, mais je vous ai mis aussi une espèce de dinosaure pour vous dire que finalement ce processus il est conservé, et même si les gènes, les protéines, les espèces ont évolué, ce compromis favorable dans la nature il a été conservé pour permettre le développement de cet embryon. Et si on parle des propriétés biomécaniques des coquilles d'œufs, si on trace en fonction du poids d'œuf la résistance à la rupture de la coquille, bien sûr, un œuf de moineau va être beaucoup plus fragile qu'un œuf de poule ou de dinde, ou qu'un œuf d'autruche, que je n'ai pas pu représenter parce qu'il serait très en haut. Mais en réalité, ils suivent tous la même courbe, à part la pintade, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Ils suivent tous la même ligne droite. Ça veut dire que d'un point de vue propriété mécanique, de dureté globale, un œuf d'autruche n'est pas plus solide qu'un œuf de moineau. Et on peut marcher sur des œufs, comme vous pouvez voir. Donc ce genre de petite animation qu'on a l'habitude de faire désormais au laboratoire. Et donc c'est très solide. Donc si vous mettez un tapis, que vous répartissez bien toutes les forces, vous voyez ici, là il y a 190 œufs, bien répartis sur toute leur surface, si vous montez dessus doucement, il n'y a pas de souci. Donc le jour de la fête de la science, on a fait monter, je ne sais pas, des milliers de personnes. Hein. Et le tapis résiste aussi, enfin, c'est peut-être pas loin. Enfin, bon, je ne sais pas combien on a monté, mais enfin, il y a eu plusieurs centaines, ça c'est sûr. Alors, pour conclure avec le nouveau micro. Pour conclure, on a un œuf, c'est quoi? C'est une composition qui est adaptée au développement du poussin. À la toute origine, on a juste ça. Ce petit disque germinal qui est à peine visible à l'œil nu, que vous pouvez voir quand vous cassez un œuf, vous voyez un petit point blanc au milieu du jaune. Ça, c'est la seule cellule qu'il va y avoir dans un œuf. Autour, vous allez vous trouver un jaune d'œuf qui va être riche en nutriments pour permettre le développement de cet embryon, donc des réserves nutritionnelles, des lipides, des protéines et des défenses, des anticorps aussi qui sont là. Et puis, ça va être entouré d'une membrane vitelline fine et translucide et qui est essentielle pour éviter le mélange. Puis, on va trouver un blanc d'œuf riche en eau, 88%, en protéines et en glucides, avec différentes textures de blanc. Donc ça, ces différentes textures, vous les trouvez quand l'œuf est vraiment extra frais, d'où l'intérêt de prendre un œuf extra frais quand vous faites un œuf à la coque, par exemple. Et puis vous avez des molécules antimicrobiennes, comme je vous l'ai dit. Et puis on va avoir cet œuf, quand il se développe dans l'oviduc, il tourne en rotation. Donc il y a des fibres du blanc un peu plus épaisses qui vont toutes s'enrouler autour d'elle. Vous voyez, qui forment ce qu'on appelle les chalases, que vous avez dû voir quand vous cassez un œuf. Et ces chalases, ils ont une fonction essentielle, c'est qu'ils maintiennent le jaune en suspension.
pour éviter que le jaune vienne se buter contre la coquille, et donc c'est un système de protection aussi de l'œuf. Et puis on a une coquille minérale qui assure à la fois la protection physique, la protection thermique, permet les échanges gazeux, et qui est la source de calcium pour l'embryon, puisque cet embryon il va naître avec déjà un squelette bien formé, et donc le calcium il peut venir principalement, majoritairement on va dire, de cette coquille. Alors pour terminer, qui de l'œuf ou de la poule? À la suite de cet exposé, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a envie de se lancer et trouver une réponse à cette question-là? Moi, je vous le dis parce que ça m'arrive de faire quelques démonstrations publiques et à chaque fois, on me la pose. Hein. Ça, vous pouvez être sûr. Alors, je vais essayer de vous aider. Je vais vous dire que c'est la question qui est mal formulée. D'accord? Si on veut trouver la réponse à cette question, c'est pas ce qu'il faut se dire, c'est que les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Merci à Sophie pour cette belle photo. Vous voyez l'évolution d'un tyrannosaure rex à un chicken, enfin une poule moderne. Donc les œufs sont issus de dinosaures. Donc la question, c'est pas qui de l'œuf ou de la poule, mais c'est qui de l'œuf ou du dinosaure. Et comme je suis pas un spécialiste du dinosaure, je ne vous répondrai pas, je ne sais pas. Merci. Merci. Merci.